Bonjour Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour. Vous avez donc, d'abord merci d'être présente parmi nous. Vous avez choisi le mode interview et nous allons passer 12 minutes ensemble. Je vous poser 4 questions et vous allez avoir 3 minutes par question, à l'issue desquelles un gong sonnera et donc sonnera la fin de votre intervention. Et c'est le cas pour chaque candidat qui a choisi, le mode de l'interview. Alors, on va tout de suite démarrer avec une première question. Si demain, Xavier Bertrand est élu président de la République, quelle sera sa politique et quelle sera sa priorité en matière de politique de logement ? Alors, avant de vous répondre sur sa priorité ou ses priorités en matière de politique du logement, il est important quand même de faire le bilan de cette mandature qui s'achève parce que, bien évidemment, elle a réalisé un certain nombre d'économies sur le dos du logement, mais aussi elle pose un certain nombre de questions pour l'avenir. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, je pense et j'espère que cette année, pour cette élection présidentielle de 2022, le logement sera vraiment au cœur de cette campagne présidentielle. Alors, la mandature qui s'achève a porté un coup fatal à la construction. Bien évidemment, il y a eu la crise sanitaire, mais les chiffres de la construction ont été particulièrement bas. Et puis, le gouvernement actuel a mis un coup d'arrêt aux APL, puisqu'il a fait des économies sur les APL et qu'il a réalisé 10 milliards d'euros d'économies en 5 ans sur les plus modestes. Il a aussi enlever la capacité d'autofinancement aux bailleurs sociaux à travers la RLS, la réduction du loyer de solidarité, ce qui fait que la solvabilité des bailleurs sociaux, finalement, a été uniquement stabilisée par l'augmentation de leurs dettes et par l'augmentation des ventes. Et enfin, je pense que dans le domaine du logement privé, eh bien, on le voit à travers l'encadrement des loyers ou à travers un certain nombre de mesures. Elles ont été de nature à restreindre l'investissement en immobilier ou en tout cas à faire considérer que l'investisseur en immobilier n'est finalement qu'un rentier improductif et qu'il n'est pas, comme il devrait être considéré, un entrepreneur en logement. Alors pour Xavier Bertrand, aujourd'hui, bien évidemment, à 5 mois de l'élection présidentielle, son programme n'est pas complètement abouti sur cette thématique du logement et je trouve que c'est bien normal qu'il en soit ainsi parce qu'il prendra encore le temps d'échanger avec les professionnels, de pouvoir écouter, de pouvoir aussi s'imprégner de ce qui a déjà été fait et j'ai porté un certain nombre de mesures directement dans des projets de loi au Sénat. Mais je voudrais dire que l'une de ses préoccupations principales sera de mettre en place un statut du bailleur privé. Parce que je pense que c'est aujourd'hui une absolue nécessité et que ce statut du bailleur privé doit permettre effectivement de relancer l'investissement en immobilier et de faire confiance aux bailleurs qui soient donc privés, des particuliers, pour qu'ils puissent apporter des solutions à nos concitoyens en termes de logement abordable et de logement confortable. Et puis il y a aussi une grande préoccupation, c'est de faire en sorte que soit respectée la propriété immobilière. Le droit de propriété, dans notre Constitution, il est inviolable et sacré. Malheureusement, on le voit de plus en plus, il y a un certain nombre de faits divers où il y a des squats de maisons, des squats de logements, et combien les propriétaires sont démunis face à cette situation. Eh bien, il faut sanctionner pénalement encore plus lourdement les squatteurs, mais il faut aussi que les procédures pour pouvoir obtenir l'expulsion d'une personne qui s'est introduite sans droit ni titre à l'intérieur de logement puissent être expulsées beaucoup plus rapidement. Et donc là, il y aura besoin aussi d'harmoniser les procédures, de les simplifier pour qu'on puisse être plus efficace et que les propriétaires puissent retrouver la jouissance de leurs biens lorsque quelqu'un a utilisé de voies de fait, de sommation ou tout simplement s'est introduit dans un domicile qui ne lui appartient pas. Voilà quelques-unes, bien évidemment, des idées. Redonner aussi du souffle aux bailleurs sociaux à travers plus de capacité d'autofinancement et donc revenir sur la réduction du loyer de solidarité qui a été imposée par ce gouvernement jusqu'à la fin de l'année 2022. OK. Alors, deuxième question. Décarboner le logement, c'est un enjeu évidemment écologique, social, mais aussi financier. La loi climat et résilience adoptée en 2021 aura directement pour conséquence d'ici à 2034 d'interdire à la location 3,6 millions de logements actuellement loués. Ce calendrier vous paraît-il réaliste? Et si oui, à quelles conditions?
Non, ce calendrier n'est pas du tout réaliste. Je l'ai d'ailleurs dit lorsque j'étais rapporteur d'une partie de la loi climat et résilience, parce que s'il faut éradiquer les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui sont classés G et F, on a mis également, enfin le gouvernement a souhaité introduire tous les logements qui sont classés E dans un délai très court, puisque c'est 2034. Nous, on avait repoussé l'échéance jusqu'en 2040. Et on le voit bien que ce calendrier n'est pas tenable. Il n'est pas tenable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, il est fluctuant. Ensuite, parce qu'on a un nouveau DPE qui est variable et qui pose un problème à l'ensemble des propriétaires et des professionnels de l'immobilier et qui peut léser lourdement les propriétaires. Je crois que le gouvernement n'a pas pris la mesure des choses en mettant en œuvre ce DPE. Et les bégaiements d'application de la mise en œuvre de ce nouveau DPE le montrent très bien. C'est demain une source d'insécurité, c'est demain une source de contentieux qui risque effectivement de pénaliser lourdement les propriétaires et les transactions immobilières. J'avais beaucoup plaidé pour qu'il y ait bien sûr de nouvelles obligations, mais que face à ces nouvelles obligations, il y ait aussi plus de mesures d'accompagnement, plus de mesures d'incitation, qu'il s'agisse de mesures fiscales ou de mesures financières. On ne peut pas dire il faut éradiquer les passoires thermiques ou il faut mettre en œuvre le nouveau DPE en changeant d'étiquette sans qu'il y ait des véritables mesures qui puissent permettre à l'ensemble des Français, quel que soit leur revenu, bien sûr aux plus modestes, en leur garantissant un reste à charge minimal et en permettant qu'ils puissent bénéficier d'accompagnateurs gratuits, mais aussi à l'ensemble des Français, pour que, quel que soit leur revenu, ils puissent bénéficier d'aide pour se lancer dans cette transition énergétique qui est un défi majeur pour notre pays et pour la planète. Et bien, dans ces mesures, j'avais proposé le doublement du plafond du déficit foncier, parce que je pense que c'est vraiment une mesure qui est incitative pour les propriétaires. Malheureusement, le gouvernement, alors que ce doublement du déficit foncier a été voté au Sénat, le gouvernement n'a pas souhaité le conserver dans le texte de loi. Je pense que c'est extrêmement préjudiciable. J'avais également mis en œuvre un congé qui permette aux propriétaires de pouvoir donner aux locataires la possibilité de quitter le logement sous préavis de 6 mois, parce qu'il y a des travaux de rénovation énergétique qui ne peuvent pas être faits en site occupé, et donc il faut aussi faciliter pour qu'on puisse être beaucoup plus ambitieux en matière de rénovation énergétique. J'avais également proposé de pouvoir développer le Denormandie dans l'ancien, dans tous les territoires. Il ne doit pas être uniquement dans les territoires tendus, mais dans l'ensemble du territoire national, parce que tous les Français ont droit aussi à pouvoir demain ne pas être assignés à résidence et aspirer à avoir des logements qui soient plus confortables et plus abordables. Voilà quelques-unes des mesures, mais qui ont été balayées d'un revers de la main par le gouvernement, et je pense qu'il faudra y revenir dans une loi qui remettra un petit peu en question ce qui a été fait dans le climat et résilience, parce qu'on ne régente pas les modes de vie des Français. Donc on entend que vous remettrez en question l'histoire du calendrier, notamment de 2034. Troisième question, ici devant vous, vous avez des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics de propriété. Deux choses. Un, quel regard vous portez sur les professionnels? Et deux, en quoi peuvent-ils être intégrés à l'élaboration des politiques publiques en matière de logement? Alors, je porte sur les professionnels de l'immobilier, qu'il s'agisse des syndics, des administrateurs de biens ou bien évidemment des agents immobiliers. Un regard très bienveillant, parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux, que ce soit localement dans les Alpes-Maritimes, à Nice, mais aussi au niveau national, sur tous les textes de loi que nous préparons. On a bien évidemment ce dialogue continu avec eux. Ce sont des tiers de confiance, ce sont des gens qui bénéficient de véritables compétences, d'une expertise sur laquelle il faudrait beaucoup plus s'appuyer. Il faudrait beaucoup plus s'appuyer parce que quand on a des professionnels, par exemple, qui sont de la loi Hoguet, bien, je pense que c'est normal de les dispenser, par exemple, d'un permis de louer parce qu'ils sont gestionnaires d'un bien et ils savent très bien que ce bien, il doit être conforme à la réglementation et conforme à la dignité des personnes. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir douter de leur confiance. Tout de même, c'est pareil sur les impayés de loyers, les préventions des expulsions. Les administrateurs de biens jouent un rôle essentiel pour alerter sur un premier impayé de loyer, alors même que la personne qui est en difficulté pourrait avoir tendance à laisser grossir sa dette locative. Donc ce sont autant d'exemples qui montrent combien les professionnels de l'immobilier, que je salue toutes et tous pour leur implication sur nos territoires, sont véritablement des partenaires des politiques du logement.
Alors, Dominique Estrosi-Sassone, il nous reste exactement 2 minutes. Donc, j'ai une question, vous allez voir, qui est simple. Je vous l'ai expliqué, mais vous avez moins de 2 minutes pour y répondre. On sait que réussir la rénovation implique de prévoir des aides adaptées à tous les logements individuels et collectifs et donc adaptées aux copropriétés. Or, on sait que dans les AG de copropriété, il est parfois compliqué de mettre tout le monde d'accord. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2021 a été créée une aide au projet de rénovation qui s'appelle MaPrimeRénov' CoPro, une aide pour faciliter le vote des projets de travaux. Question, êtes-vous prêt à prendre un engagement sur le maintien d'une enveloppe budgétaire dédiée à la rénovation des copropriétés très court, oui ou non? Oui, l'engagement, il peut être tenu, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut simplifier. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' CoPro ne marche pas très bien parce qu'elle est confrontée à, par exemple, le droit de copropriété. Quand on doit faire des travaux importants, il faut que d'abord le syndic puisse mettre l'ensemble des fonds qui vont être dédiés à ces travaux de copropriété sur un compte bloqué pour que ça n'engage pas sa responsabilité. Mais comment est-ce qu'on fait avec des propriétaires d'origine modeste, de conditions modestes, qui peuvent peut-être ne pas faire l'avance de trésorerie? Il faut d'abord franchir ces freins qui aujourd'hui ont amené MaPrimeRénov' CoPro à ne pas marcher aussi bien qu'on le souhaiterait. Et vous l'avez dit, c'est beaucoup plus compliqué de faire des travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés que dans une maison individuelle ou dans un logement locatif individuel, tout simplement parce qu'il faut bien évidemment avoir l'accord. On est tributaire de l'Assemblée générale et je pense qu'il y a la question des moyens matériels, plus d'aide, mais aussi la simplification pour que ça ne soit pas entravé, pour pouvoir permettre à MaPrimeRénov' CoPro de fonctionner aussi bien qu'on le souhaitera. Le changement nécessite aussi du temps. Bah écoute, vous étiez parfait, hein, moins de 12 minutes, bravo. Merci infiniment en tout cas de vous être prêté au jeu des questions.